Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors, je me permets de me présenter, je m'appelle Jan, je suis développeur Flutter chez OnePoint depuis un peu plus d'1 an. Et moi c'est Yoann, lead développeur chez OnePoint depuis 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de Flutter, donc c'est pas une présentation technique, on vient pas vendre Flutter ni Google. On est là pour partager avec vous un retour d'expérience, parce qu'on utilise Flutter maintenant depuis 5 ans sur une application qui est en production. Donc, alors, tout d'abord, on va faire une petite présentation assez rapide. Qu'est-ce que Flutter? Flutter, c'est un framework Google, donc multiplateforme, codé en C, C++ et Dart. Donc le langage d'appui en développement derrière, ça va être du Dart. C'est une solution qui est open source et elle se trouve en fait au même niveau que React Native ou encore anciennement Xamarin, puisque Xamarin est mort. Et d'ailleurs, en fait, on remarquera que dans la communauté de Flutter, en fait, il y a énormément de gens qui viennent du React et pas que du natif. Je vous ai mis une petite infographie assez récente en fait sur les frameworks qui sont utilisés pour les multiplateformes. Donc j'ai mis les données de 2019 et de 2023 qui viennent de Stanista, qui est un site de référencement d'analyse. Et donc on peut voir en fait qu'en 2019, il y avait sur le marché, il y avait quand même pas mal de solutions qui étaient assez connues, React Native forcément. Il y avait Cordova, il y avait encore Ionic et il y avait encore Xamarin à cette époque-là, puisque Xamarin de toute façon ça a fini en 2022. On remarque que Flutter est déjà bien apparu en 2019 et en 2023, on voit qu'il y a eu un changement en fait de progression. React Native est toujours un des meilleurs et des plus gros frameworks, mais par contre, c'est une solution qui commence tout doucement à diminuer, à monter. Enfin, elle reste où elle est. Flutter, par contre, c'est continuellement ça monte, ça n'arrête pas. C'est une solution qui n'est jamais en baisse. Et on voit forcément que Cordova ou Ionic ou Xamarin, c'est la chute libre. Et pour certains, ils sont même plus là. et c'est un framework qui prend beaucoup d'importance et qui n'est pas utilisé juste pour des applications personnelles ou par les développeurs qui aiment ça. Il y a pas mal d'applications en production. Il y a notamment SNCF Connect. Il y a SNCF Connect où la SNCF, à un moment donné, s'est dit on a quand même pas mal d'applis. Et donc en fait ils ont fait un portage avec Flutter et tout de pas mal de applications. Donc SNCF Connect en fait partie. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était assez sympathique de leur part toutes les problématiques qu'ils ont eues. L'appli du Brestcamp que vous avez peut-être sur vos téléphones aujourd'hui, qui est développée par Sim, est faite en Flutter, par exemple. Et il y a d'autres applis assez connues comme pour BMW, pardon. Et il y a même de l'embarqué où Toyota, ils ont mis ça dans certaines de leurs voitures. Voilà. Donc c'est une solution qui très rapidement a été utilisée alors qu'elle est extrêmement jeune. Et je parle de ça, c'était pour certaines entreprises, c'était déjà en 2019, donc au moment où on est sur les toutes premières versions. Je ne sais pas si tu veux. Hop. Là, je vous ai mis un petit aperçu. Alors, on ira peut-être plus tard un peu plus en profondeur, mais c'est un petit aperçu en fait pour vous montrer que en fait. C'est assez lisible, moi je trouve. Flutter, en fait, dans l'idée, ça va être c'est comme un encapsulage de plusieurs widgets. Vous allez avoir le widget basique qui va être le build, donc on voit juste en dessous de l'override, juste là, et qui lui, en fait, ensuite va encapsuler différentes petites composantes qu'on va rajouter au fur et à mesure. Et on se retrouve. Alors toi, tu donnes l'exemple typiquement de React, où tu disais qu'il y avait pas mal de notions avec du CSS, de l'HTML, plein de petites choses ici et là, alors que là, tu as un code unifié, quoi. Il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de CSS. Ça nous a permis de transformer des dev back en dev front. Pour tous ceux qui ont une aversion au CSS, je pense qu'il y en a. Donc c'est vraiment différent d'Angular et React. Là, on est sur quelque chose vraiment différent qui peut poser un petit peu problème au début, parce qu'au niveau lisibilité, nous on trouve ça facile à lire, mais il y a quand même une certaine gymnastique ça peut très rapidement et là en plus en lisibilité, vu que c'est tout petit, on voit encore moins. Mais à lire pour se représenter graphiquement ce que ça va donner pour ceux qui sont habitués à du HTML. Voilà, là on est sur la déclaration de widget. Heureusement que Flutter nous propose un rendu live qui est très pratique pour voir un petit peu dès qu'on modifie, qu'on ajoute une colonne, une ligne. Alors, on voit directement le rendu, ce qui permet de s'adapter et de rapidement comprendre les mécaniques des composants.
Donc voilà pour Flutter un petit peu, c'est vraiment très large comme tour de Flutter, mais bon, soit il y en a qui connaissent déjà, ceux qui connaissent pas, il y a plein de formations, plein d'articles qui seront beaucoup plus faciles à lire que nous de vous présenter un truc technique. Donc là, je vais repartir en 2018, fin 2018, pour expliquer un petit peu le contexte projet et voir pourquoi on a choisi Flutter. Donc on est en partenariat, nous, avec un cabinet comptable où on leur a fait toute une flotte d'applications internes, web. Et en 2018, ils nous font la demande d'avoir une application mobile, donc iOS et Android et web, à destination de leurs clients. Donc pour pouvoir récupérer les factures, les documents qui sont nécessaires à la réalisation de leur travail, et qui sera aussi utilisé par les comptables et gestionnaires de paye, du coup justement pour aller récupérer les documents et faire leur travail. Donc l'objectif, trouver une techno web et mobile, ou les deux, on ne savait pas encore. Donc on a commencé à chercher fin 2018. Dans notre écosystème de nos applications, pourquoi Flutter, pardon, je suis allé un peu vite. Dans nos écosystèmes d'applications, de nos projets qu'on faisait en interne, la seule expérience qu'on avait en mobile, c'était de l'Angular et de la Unique. On n'était pas hyper convaincus. Il y avait des limitations sur les IHM qui n'étaient pas super belles, avec des rendus différents entre iOS et Android. Les plugins Cordova pour les accès aux ressources, c'était assez délicat à gérer, il y avait beaucoup de problèmes. Donc on s'est mis à chercher, à regarder qu'est-ce qui pouvait faire du développement multiplateforme. Et puis Unix, c'est un rendu WebView en plus. Et en plus, Unix, c'est un rendu WebView, c'est pas réellement une application mobile. Donc on a commencé à chercher, via les Google I.O., des suivis d'actualité, et on est tombé sur Flutter. Donc là, Flutter, déjà, la promesse de base, c'est cross-platform, mais c'est pas uniquement une appli mobile cross-platform iOS Android, c'est en plus ça peut faire du web et pourquoi pas du desktop. Donc là déjà ça cochait un point important pour nous, qui était de se dire avec Flutter on peut avoir un seul code qu'on exécute partout. Donc ça matchait déjà pas mal, et en plus on a été assez séduit sur la réactivité de l'IHM. Il n'y a pas de VM, donc ça augmente la rapidité de code et de build. Et puis on a cette chance donc chez OnePoint d'être éditeur logiciel, et du coup de ne pas être contraint par nos clients et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, c'est relatif. Et du coup, Flutter, c'était aussi un nouveau challenge, amener des nouvelles compétences et des nouveaux frameworks au sein de l'entreprise. Et du coup, on s'est lancé le challenge là. C'était aussi un challenge parce que on sait que les frameworks front, ils ont parfois une durée de vie assez courte, notamment Google, déjà... Qui a un beau cimetière. Voilà. Donc c'était quelque chose qui nous plaisait aussi, de se dire on y va, on essaye. On a eu aussi des retours d'expérience au Bracecamp, notamment en 2019, une conf en 2019 qui nous a conforté, parce qu'on avait déjà fait le choix depuis 4-5 mois, mais qui nous a conforté sur notre choix et nous a permis d'avoir des billes aussi pour avancer. Et puis aussi une notion de se démarcher, enfin pour plus tard se démarquer sur le marché, aussi. Et d'avoir peut-être des notions avant d'autres. Et puis, oui, comme dit, ça permet aussi d'avoir un POC assez rapide, puisque entre la demande effectuée par le client et puis le moment où il voulait avoir une première version pour pouvoir tester son outil, c'était une solution plutôt intéressante pour avoir un POC assez rapide. Moi, typiquement, j'ai eu le cas sur un autre projet, parce que j'étais pas là à cette époque-là, mais j'étais dans une autre entreprise, et par exemple, je m'étais retrouvé dans une situation où j'avais une appli iOS qui était en Objective-C. Moi, je ne comprenais rien, Objective-C. De l'autre côté, elle était Android, mais c'était encore du Java, et puis il n'y avait pas de portage Kotlin à cette époque-là qui était demandé. Et puis ils se sont dit, pourquoi pas tenter de voir ce que ça peut donner en Flutter. Et puis en un mois, j'ai pu sortir un POC assez rapide pour avoir une idée en fait de est-ce que ça vaut le coup ou pas de se lancer. Finalement, c'était un POC, voilà. On s'est dit, on voit ce que ça donne, et puis en soi, ça avait bien marché. On a sur la prise en main, du coup, pour avoir des POC rapides, ce qui est bien, c'est que nous, on a eu une semaine de formation. On considère à peu près une semaine de formation. Ça permettait derrière de sortir des écrans de façon assez rapide. Et la librairie de packages et de composants qui est fournie par Flutter natif était déjà assez peuplée. On était en 2019, c'était déjà pas mal. Donc, comme le contexte faisait que on a commencé le projet en juin 2019, on nous a dit qu'il faut être en prod en janvier 2020. C'était pas vraiment ce qui s'est passé, mais au moins on a pu montrer rapidement un début d'application. Enfin, les applications avec le cœur de l'application. Mais bon, qui dit nouveau framework
dit effectivement d'y avoir des difficultés. Alors là, on a listé 2 qui étaient essentielles, puisqu'en fait, bon, forcément, c'est une solution qui, pour moi, c'est bien pensé, c'est passé en mobile first, ce qui était logique, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus un téléphone dans la main, donc c'était plus logique de se lancer là-dedans. Surtout Google avait déjà la partie Android, voilà. Donc, censé sur une mobile first, c'était très bien. Toutes les composantes d'ailleurs étaient pensées complètement mobiles. Mais nous, comme on avait aussi un besoin côté Flutter, côté web à cette époque-là, c'est encore une bêta. Il manque beaucoup de choses. Toi, t'as connu surtout ça, moi non, mais. Ouais, c'est déjà dans l'ergonomie, le design, c'est pensée mobile, donc des choses toutes bêtes, mais pouvoir sélectionner un texte, c'était pas possible en mode web. Donc ça amène un petit peu de frustration. Mais surtout la navigation. La navigation était pensée mobile. Et pas du tout web, donc gestion des URL, des queries param, de la stack d'historique. C'était très compliqué au début. Ça s'est amélioré depuis. Et vas-y. Là, on l'a pas forcément mis, effectivement, mais ouais, il y avait... en soi, passer des versions majeures était pas si compliqué que ça, mais il y a eu des événements, par exemple, il y a eu une notion tout autour de la notion du safety, donc la gestion de l'habilité et tout en Flutter. Bon, au début, c'était assez permissif, voilà, c'était un peu le zoo, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, et puis à un moment donné, moi personnellement, j'avais jamais vu ça, mais je me suis retrouvé dans une situation en fait où Google a dit bon bah vous avez une date là, si vous passez pas tout en U-Safety, vous n'avez pas cette gestion de votre navigabilité, de vos différents nuls sur votre appli. Bon bah du coup on était viré des stores, même les packages, parce qu'il y a une plateforme, on en parlera tout à l'heure, il y a un site qui permet de répertorier pas mal de packages, de plateformes, de packages de la communauté, tout ça. Bah, les personnes qui n'étaient pas compatibles, ils étaient considérés comme obsolètes et puis ils viraient. Ouais. Ça a été compliqué à gérer. C'était surtout une notion autour de la sécurité finalement. Et donc côté web, donc le Flutter Web, ça génère des canevas, pas du HTML classique. Donc quand on ouvre la console de dev, pour ceux qui sont habitués d'aller voir, sélectionner, inspecter, ça c'est impossible. Ouais. Donc c'est un peu troublant au début, et puis même pour mettre des petits plugins JS juste pour la gestion des cookies qui s'attachent à une balise, c'est pas possible. Il faut tout faire en Flutter. Et un des gros problèmes qu'on a eu, c'était la gestion du cache navigateur, où c'était pas possible de versionner son main.js à l'époque. Donc on s'est retrouvé avec des utilisateurs qui se retrouvaient avec l'ancienne version, mais qui appelaient la nouvelle version du back. Enfin, c'était assez compliqué. Et depuis un an, il y a une solution qui existe dans l'entry point, dans le loader de Flutter, où on peut aller via un service worker, mettre une version et versionner le main.js, ce qui fait que voilà, le cache du navigateur se rafraîchit. Mais il y a aussi des avantages. Le premier avantage, c'était surtout le fait que ce soit une solution qui est complètement open source. Donc on peut tous y apporter notre petite patte. Et en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup surpris au début, c'est qu'il y a eu vraiment d'un coup une très grosse communauté, je vais le rajouter là, une très grosse communauté, forcément, et ce qui fait que le framework a poussé extrêmement vite. Il y a eu beaucoup d'ajouts, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué. En France, on a eu pas mal de personnes d'ailleurs. On a une communauté c'est une communauté qui est extrêmement active. Voilà, bon, j'ai mis des chiffres GitHub parce que généralement ça prend un peu plus sur les repos qui sont les plus représentés. On voit que là ils sont dans un top 20, ils sont même devant React, si je ne me trompe pas. La communauté elle est extrêmement active, même en France, parce qu'en France vous allez vous retrouver, si vous le souhaitez, avoir plus d'infos. Il y a la Flutter Connection qui est un peu la keynote de la communauté autour du développement de Flutter, donc avec pas mal de personnes, dont certains qui étaient passés à l'époque. Ici pour expliquer les débuts de cette techno. On va retrouver, ils ont une chaîne de YouTube qui est extrêmement active et qui était pas mal parce qu'en fait, toutes les semaines et encore aujourd'hui, il y a des petites vidéos comme ça, toutes les semaines, et il y a une petite vidéo de 2 minutes qui va vous expliquer un widget, son fonctionnement, comment il est géré, qu'est-ce que c'est son apport, comment il fonctionne, et c'est extrêmement rapide. Et il y a une doc aussi qui est très très vaste sur les sujets. Il y a plein de démos. Et il y a aussi une chaîne YouTube d'un Français qui s'appelle Dev Café, pour ceux qui connaissent. Où le gars, il a commencé surtout par tout ce qui était autour de Flutter, des news. Maintenant, il est assez large. Donc voilà. Donc je parlais tout à l'heure d'un site qui répertoriait pas mal de bibliothèques, de packages utilisés par la commu, créés par la communauté, par Google, donc PubDev, qui va être un site référentiel des packages notés. Donc il y a les likes de la communauté pour voir en fait s'il est bien ou pas mal utilisé ou pas.
les notes de conformité, parce que des packages en fait par des personnes vont être plus à même de se tourner vers la partie web que par exemple vers la partie mobile. Donc maintenant on essaie d'avoir des notes qui vont vers tout, pour que le package puisse utiliser partout. Les environnements de compatibilité, les propriétés, affichage, et si le package est bien maintenu, on a les changelogs sont, je trouve, bien faits. Et on voit aussi les compatibilités avec les différentes versions de Dart, surtout Dart 3 actuellement. Ça permet vraiment de retrouver assez simplement avec des recherches, c'est très visuel, c'est un site qui est pratique pour aller retrouver des packages plutôt que de tout redévelopper. Il y a forcément, la plupart du temps, il y a quand même des choses qui ont été faites, soit par des personnes, soit par des particuliers, mais aussi surtout par la communauté Flutter, etc. Donc ça permet de retrouver des packages importants avec des exemples, le repo aussi GitHub pour aller voir si on n'est pas satisfait du composant et qu'on veut un petit peu l'étendre ou le modifier, on peut aller directement dans les sources récupérer ça. Parce que l'idée, n'oublions pas que c'est toujours de réutiliser et de pas forcément repartir de zéro constamment sur quelque chose. Alors après, Google ont leur truc avec Material Design typiquement, où ils ont leur paquet, ils ont leur widget, leurs éléments. Bon, ils vont à leur vitesse, ce qui fait que des fois la communauté elle est bien plus vite qu'eux sur des choses typiques, sur par exemple un slider, enfin je sais plus, il y avait un slider, des cartes comme ça. Des petites choses qui étaient très simples et qui avaient un besoin direct, bon bah ils ont mis un certain temps à enfin le faire. Et c'est vrai que là-dessus ils prennent un peu leur temps aussi de leur côté, quoi. Le hot reload et le hot restart. Alors aujourd'hui ça paraît quelque chose d'anodin pour certains sur certaines technos. Je pense par exemple à Jetpack avec Kotlin, où là on a une notion qui moi personnellement ça m'a bluffé sur le coup parce que je faisais de l'Android Java à l'époque. Bon quand je développais mon composant, je faisais quelque chose, je devais constamment recompiler mon appli pour pouvoir voir ce que je venais de faire et puis continuer. Et là c'est assez bluffant parce que le hot reload va me permettre en fait que à chaque fois que je vais faire une sauvegarde sur mon fichier, en temps réel, je vois à côté mon appli qui se change automatiquement et j'ai pas besoin de la recompiler, de la relancer, d'attendre. Le hot restart, je vais plus l'utiliser effectivement quand je vais plus faire du métier pour que le compilateur il puisse reprendre les nouvelles notions qui ont été implémentées. Mais c'est du gain de temps. C'est surtout du gain de temps. En 2019, quand on a fait le choix de Flutter, c'était un des points importants quand même parce que sur le mobile, même qu'on soit en émulateur ou directement avec son mobile, ça reload, ça restart. Il y a un gain de temps pour le développeur qui est assez top. Tout à l'heure, toi, tu parlais du DevTools sur Chrome. Oui. Tu avais un besoin de voir typiquement qu'est-ce qui se passait, mes différentes composantes et tout. Là, je vous ai mis un GIF. Ça vient directement de la doc de Flutter. Où ça répertorie en fait, c'est un outil qui va vous permettre pendant votre développement, vous êtes en train de débugger votre appli, de pouvoir voir les performances, la mémoire si vous avez besoin de faire une gestion de mémoire, le network pour voir vos différents appels, voir le temps, voir qu'est-ce qui se passe, c'est un DevTools très classique en soi. Et le petit truc en plus, c'était le Flutter Inspector qui va être plus ici, voilà, on a vu tout à l'heure, qui va permettre de voir en fait toute l'arborescence de votre appli en temps réel de ce qui se passe. Donc vous allez voir en fait tous vos widgets qui sont parsemés de partout et puis retrouver un peu à droite on va voir par exemple les différentes composantes de taille, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai de la flexibilité, de pouvoir vraiment inspecter au détail près le widget en temps réel. Alors j'ai rajouté cette slide, où à gauche j'ai rajouté Flutterfire. Donc au début quand Flutter est arrivé, pour mettre son projet sur Firebase, c'était quand même assez quelque chose d'incroyable, parce que il y avait pas cette notion en fait de Flutter qui était vraiment ajoutée de leur côté. Pour la partie Android, c'était comme avant en fait quand on faisait l'Android, il fallait aller dans ses fichiers Android pour faire ses modifs, ses machins, ses trucs. Côté iOS, j'en parlerai même pas parce que c'est un enfer. Enfin, moi, je trouve que c'est un enfer. C'est pas propre à Flutter, ça. Ouais, c'est pas propre à Flutter. Et là, ce qui était intéressant, c'était que ils ont mis en place toute une librairie en fait de packages qu'on peut retrouver sur PubDev, forcément. Et toutes les notions de Firebase, donc Crashlytics, Analytics, tout ce qui est messaging, machin, tout ça, toute la suite. Et ce qui était bien, c'est que quand ils ont enfin fini, quasiment fini, on va dire, en tout cas pour la partie mobile, c'est fini Flutterfire. C'était de pouvoir enfin implémenter tranquillement une appli
Flutter sur les différentes composantes sur Firebase et de pouvoir utiliser toute la puissance des outils Firebase. La puissance des outils Firebase. Alors après, si on n'aime pas Firebase, il y en aura d'autres. Hein. Il y a d'autres solutions qui existent et qui sont un peu plus RGPD. En tout cas pour la partie analytics. Ce qui était un gros problème à un moment donné. J'ai mis aussi Flutter Engine. Alors nous, on n'a pas utilisé parce que ça n'a pas d'utilité dans notre projet actuel. Flutter Engine, ça va être un moteur de rendu pour du jeu. Typiquement pour ceux qui connaissent PUBG. PUBG a été refait en Flutter et si je ne dis pas de bêtises, hein, ils utilisaient Flame en plus à côté pour faire leur rendu. Donc à cette étape-là, on a une appli, ça commence à être joli, on arrive à la déployer sur nos téléphones en local, c'est super. Sauf que nous, on veut aller en prod et on veut essayer d'éviter de faire trop de bêtises, on en fait déjà. Assez. Donc du coup on se dit comment on va pouvoir automatiser, industrialiser. On a recherché un petit peu ce qui se faisait et vu que Flutter était très récent, il n'y avait pas beaucoup de choses au départ. On a commencé avec CodeMagic qui a commencé un petit peu à se développer au même moment que Flutter. CodeMagic, moi j'ai connu ça. Ils arrivaient sur le marché et en fait moi je trouvais pas spécialement de solution un peu CI/CD propre Flutter, vraiment propre Flutter. Je parle pas de faire Android, iOS, je voulais vraiment un truc Flutter. Les mecs sont arrivés et puis ils avaient commencé leur solution pour Flutter. Bon, maintenant ils se sont diversifiés sur les différentes techs, mais c'était bien d'avoir un outil hyper intuitif, de pouvoir faire. Ils proposaient quelque chose spécifique Flutter. Voilà. Donc rapidement, comme on dit, c'est une CI/CD qui permet de gérer les builds, donc peu importe la plateforme, enfin avec plusieurs plateformes, et qui permet de connecter aussi les comptes App Store et Google pour aller publier directement les builds sur l'App Store Connect ou sur le Play Store. Donc on avait commencé avec ça, on avait mis tous nos builds mobiles dessus, sauf que comme on n'avait pas un budget illimité, on a vite arrêté parce qu'on était au nombre de minutes de build. Et donc on s'est dit on va garder l'iOS parce qu'on n'avait pas envie de solution basique. Voilà, on avait le premier plan. Et du coup on a pris chez nous on maîtrisait beaucoup Jenkins. Et on s'est dit on va prendre tous les builds Android. On va les passer sur Jenkins. Comme on maîtrise l'outil, il n'y a pas de limite. Donc là, avec des fichiers Groovy et Jenkins, on a réussi à déployer notre build. Et le côté web, on le faisait aussi via Jenkins. Donc là, on faisait le build via Jenkins. Derrière ça, on a voulu faire des tests quand même, pour pas mettre en prod directement. Et donc, on a plusieurs environnements de test, staging, recette, démo, formation. Donc, pour le mobile, c'est assez bien fait. C'est comme toutes les applis mobiles, c'est-à-dire il y a des sous-dossiers sous iOS ou sous Android pour mettre son environnement avec les fichiers de config. On utilise Firebase, donc avec les fichiers de config Firebase. Les flavors. Et donc on utilise les flavors sur Flutter qui permet de dire voilà, là je veux builder mon appli pour staging ou pour la recette ou pour la formation. Donc ça, CodeMagic le fait très bien. Avec Jenkins, on arrive à le faire très bien. Donc il y a un build par environnement. Côté web, c'était un peu différent. On pouvait faire ça avec Flutterfire, donc qui est la version la plus récente de Firebase. C'était encore plus compliqué parce qu'il fallait aller avant le build, aller copier les fichiers. Enfin, vous avez sûrement dû faire ça en script. Prendre le bon fichier de config pour aller remplacer celui qui est à la racine. Donc, ce qui voulait dire chaque build, si on voulait déployer sur un environnement, on devait rebuilder une application et refaire une image Docker. Donc, nous, on utilise Kubernetes et Rancher chez nous, et plutôt que de faire une image et un build par environnement, on s'est dit on va faire un build, l'application on la build une fois, et c'est dans Rancher qu'on va aller monter un volume qui nous permet d'aller mettre ce fichier de configuration Firebase qui lui pointe vers le bon environnement. Et du coup, quand on déploie l'image, qui est agnostique des environnements, on la déploie sur le bon Rancher et il vient aller récupérer ce fichier de config, ce qui fait qu'on a une image et qui va aller en fonction de là où on la déploie, qui va être configuré pour la prod, pour le dev ou pour les formations, etc. Et le front et back. Et le back pour la partie mobile derrière qui tourne. Donc ça nous a fait pas mal de gains de temps aussi pour aller
rapidement déployer la solution en web. Oui, puis avec Firebase, on faisait aussi les déploiements de flotte. Oui. Pour les tests de clients, parce qu'en fait, dans le process, nous on va faire nos tests à nous, mais bon, le client il va aussi vouloir faire sa propre recette, son propre test, sachant qu'on bossait avec plusieurs cabinets, donc chaque cabinet avait un peu ses demandes, sa manière de fonctionner. Ils ont des deadlines de leur côté aussi dans leur métier qui fait que ils n'étaient pas tous en même temps forcément. Donc on faisait un peu du cas par cas, et on le fait toujours d'ailleurs. Ça, on a utilisé toutes les fonctionnalités de TestFlight donc pour faire du bêta testing aussi, qui nous permet d'aller cibler les personnes pour faire le test. Côté Play Store, c'est pareil. On a commencé par une appli bêta avec des bêta-testeurs. Ensuite, on l'a mise en production. Donc, il y a vraiment des solutions qui sont bien adaptées avec Flutter là, pour réaliser les tests et gérer plusieurs environnements, en fait. Donc, on va passer à la suite avec, on va dire, qu'est-ce qu'il vous faudrait si jamais vous voulez vous lancer, qu'est-ce qu'il faudrait sur Flutter. Donc là, j'ai mis une structure assez basique. Parce que la première chose, ce serait de comprendre. Moi, je trouve que c'est très important de comprendre la base même d'une structure en Flutter. Pourquoi ? Parce que le premier problème, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais le premier problème vraiment à l'époque, c'était que les gens n'arrêtaient pas de s'encapsuler tout le temps dans le même fichier, et que c'est très important de faire de la découpe, de bien découper ses éléments, de bien hiérarchiser son appli et tout, et son fonctionnement, parce que en fait, sinon vous pouvez très rapidement vous retrouver. Il y a des mecs qui se retrouvaient très rapidement avec 1000, 2000 lignes de code. Enfin, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est illisible. Et puis, on l'aura une fois et puis il y a tout qui part, quoi. Donc, c'est même pas ouf pour des perfs. Donc là, c'était une structure basique où, voilà, il y a le widget de base, c'est le tout premier, le build. C'est celui qui va se lancer avant même que vous voyez votre écran de toute façon apparaître. Et donc, il va retourner. Alors là, par exemple, c'est un widget scaffold. Le scaffold, c'est très basique. Ça va être votre barre en haut sur mobile, ça va être votre barre en bas, ça va être votre body, et puis après il va y avoir des petites notions en plus d'action qu'on peut rajouter, puisque chaque widget a ses propres particularités, ses propres notions. Là par exemple il y a un texte, voilà, dedans je vais juste mettre un texte, et puis après je peux le styliser, enfin c'est très classique on va dire. La deuxième notion qui est très importante, c'est comment gérer vos états, le state management en Dart. Il y a énormément de solutions. Franchement, il y en a, je pense qu'on ne peut même pas les compter. Il y a même des gars qui se sont amusés, parce que pour ceux qui connaissent RX Java, il y a des mecs qui se sont amusés à faire XDart. Pourquoi pas. Là, j'ai mis quelques exemples avec Block, Riverpod et Mobix. Moi, j'avais utilisé Block à un moment. Je trouvais ça ultra verbeux, où je me retrouvais avec un peu 3 fichiers qui vont gérer l'action, qu'est-ce qui va se passer, enfin ensuite au moment où j'ai fait mon action, qu'est-ce qui se passe, et le résultat. Et je trouvais que c'était hyper découpé de partout. Moi je trouvais ça, ou non, je trouvais ça vachement easy. Pour quelque chose de très simple, c'était sympa. Nous, on a mis Mobix à un moment donné en place. On a mis en place sur le projet parce que ça se portait parfaitement bien pour la gestion de formulaires. Donc gérer l'état d'un formulaire très simplifié. Donc par exemple, on a un outil qui permet de faire des factures. C'est très simple en fait. Au fur et à mesure de faire votre facture, vous allez remplir plein d'informations. Au final, c'est un formulaire très simplifié. Mais on l'utilise aussi. Ouais, on a utilisé, on l'a pas noté, c'est vrai. Alors en fait, il y a deux choses dans la gestion des états. Côté Flutter et Dart, par défaut, la gestion des états, elle se limite à mon composant, il est stateless, donc sans état, ou stateful. Et donc pour gérer les états d'une application, c'est ça qui est qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a ces packages qui viennent aider. Nous on a utilisé Provider, donc qui permet d'avoir accès à un store en fait, à un state. Au travers toute l'application, ne pas avoir à se passer les éléments d'un composant à un autre. Et donc ce qui est fait, c'est ça, Riverpod est basé dessus. Et Mobix, lui, c'est plus une sorte de MVVM. Nous, on l'utilise comme ça, c'est là où c'est assez réactif. Il y a un store un peu comme ça. Dans Vue, on a un peu la même notion d'avoir mon store qui porte l'information de l'état de mon composant et du coup le modèle. Et on a aussi plusieurs packages qui permettent de faire aussi un petit peu d'injection de dépendance, Gedit. Donc là, il y a comme disait Jan au début, c'est un peu le défaut de Flutter, nativement, il n'y a rien de mis en place pour gérer l'état d'application. Tu t'as un state quoi, mais ça devient très... Pour toute l'application, c'est compliqué. Il faut aller chercher, il faut aller se renseigner, il y a plein d'articles et le choix est pas simple. Mais il y a plein de... Après, chacun... C'est au bon vouloir. C'est ça.
Il y en a, ils ont trouvé. Block fait partie des top solutions. Il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Moi, je l'ai utilisé une fois, j'ai bien aimé, mais je trouvais que moi, ça m'avait limité dans l'utilisation que j'en ai fait à un moment donné. Mobix avait des limites aussi. Riverpod est pas mal aussi. D'ailleurs, Riverpod, où une des personnes qui le promouvoit le plus, il est français d'ailleurs. Donc voilà. Et là, on voulait vous mettre une petite boîte à outils. Alors c'est, on va dire, pour plusieurs états, on vous a mis des petits packages un peu références, on va dire, qu'on peut utiliser au début. Donc là, par exemple, pour utilitaire, tu avais mis... Ouais, l'utilitaire, on a 2-3 packages comme JSON Annotation, donc qui vient aller un petit peu générer du code, parce que en Dart, pour aller récupérer le JSON d'une requête ou pour aller transformer le modèle en JSON, il faut l'écrire, c'est un from JSON to JSON, donc ça peut être vite un petit peu rébarbatif et source d'erreur. Donc là, il y a des utilitaires, un petit peu comme ce que fait Jackson sur côté back, comme JSON Annotation ou Copy with Extension. C'est des annotations qu'on met en début de nos classes. Ça nous génère du code. Par contre, ça nous génère du code, donc c'est-à-dire que ça évite de devoir réécrire complètement votre modèle. C'est ça. Avec vos from, vos tout, et de devoir tout réécrire vous-même. Dès qu'il y a un changement dans le modèle, de devoir changer dans les méthodes. Donc ça, c'est quand même des simplicités. Ça fait pas super longtemps en plus qu'on l'a mis en place, mais ça permet de simplifier quand même beaucoup le développement. Pour la navigation GoRouter, donc GoRouter, c'est ce qui nous a un peu sauvé la vie côté Flutter Web. Comme je le disais au début, dans les problèmes qu'on a eu, c'était gérer la navigation, les queries param, la stack d'history. GoRouter, il est arrivé, il a dit je m'occupe de ça. Donc là, c'est vraiment un package vraiment important, surtout qu'il est arrivé avant la refonte de la navigation dans Flutter 2. Où là, eux, ils ont complètement rechangé leur façon de faire la navigation. Donc celui-là est vraiment intéressant quand on fait du Flutter Web. Il est aussi possible de l'utiliser sur le mobile pour le coup. On a mis un autre package qui n'est pas utilisé, c'est Responsive Framework. Alors ça va surtout être utile, je pense, pour la partie web, où ça va vraiment gérer en fait vos points de rupture quand vous êtes sur une page web, suivant que vous l'augmentiez ou pas, pour que votre interface soit complètement forcément adaptative avec la tête de votre fenêtre, avec le menu, ou comment vous allez mettre vos objets, parce que c'était pas forcément le cas de base. Nous, par exemple, on l'utilise comme ça, où on sait qu'on a des utilisateurs qui vont utiliser surtout la partie web, mais qui vont utiliser où ça va être très gros, ou alors ils vont l'utiliser même sur un écran qui va être complètement inversé de 90 degrés. Du coup, il faut que tout ça se mette en forme pour qu'il soit dans la meilleure situation possible d'utilisation. Il y a des packages, du coup, nous on l'a utilisé d'authentification. Donc ça, on n'a pas tout à recoder, où il y a des packages de base, mais il y a aussi des packages assez évolués qui permettent de faire de l'OAuth2, l'OpenID Connect. Donc celui-là est assez utile si vous voulez vous baser sur un identity provider. Peut-être un petit client HTTP. Et le client HTTP, donc Dart fournit son client HTTP qui est assez basique et efficace, mais DIO c'est une surcharge qui permet notamment de mieux gérer tout ce qui est les intercepteurs de requêtes, de réponses, la gestion du token, des erreurs, des codes d'erreurs, etc. Donc ça, en plus, il est présent depuis vraiment quasiment le début de Flutter. Donc il est très très utilisé et très utile. Ensuite, j'ai rajouté des notions natives. C'était surtout le cas au début, où c'était des prérequis, on va dire, en tout cas pour la partie Android et Swift. Alors l'idée là, c'est pas forcément que vous allez en faire forcément, mais vous pouvez, si vous voulez, rentrer complètement dans votre camp d'Android, qui est en Kotlin de manière générale maintenant, et apporter, en fait, d'injecter de l'Android dedans. Le Swift, c'est pareil. Et ça permet, pour ceux qui le veulent, de combiner un peu les deux, le natif et cette notion un peu hybride dans votre code. Il y a aussi un package, alors moi je l'ai pas utilisé, mais qui est DartFFI, qui permet de faire l'injection, si je me souviens bien, de code C ou C++ directement. Les prochaines actus de Flutter. Donc là, ça va être un petit condensé de quelques informations qui sont assez récentes par rapport à la Google I/O qui n'y a pas eu il y a longtemps, ou même des différentes conférences. La première, c'est l'arrivée de WebAssembly. Aujourd'hui, quand vous lancez votre code Flutter sur du web, derrière c'est du JS.
Et maintenant, à partir de la nouvelle version, on va pouvoir compiler. En fait, il va compiler toute la partie web en WebAssembly. Donc il parle d'un gain de performance, voilà, pour ceux qui connaissent, d'un gain de performance, de rapidité, peut-être moins lourd aussi. Ouais. Donc voilà. Donc on verra bien, puisque nous on va faire la mise à jour bientôt. On va bientôt faire le passage. On va vite voir avec quoi ça va ressembler. Donc on est très curieux, parce que vu que nous, les utilisateurs sont surtout sur web, et que les performances, c'est quand même toujours important. D'ailleurs, de toute façon, vous verrez, à toutes les versions majeures, le point d'orgue qui est mis en avant constamment par les équipes de Flutter, c'est la performance, la rapidité, toujours, c'est le point d'orgue. Il y a toujours des petites choses en plus, mais c'est surtout ça. Donc cette année, ils ont envie de parler de ça. L'arrivée, enfin, de ce qu'ils appellent des macros en Dart. Donc là, actuellement, je mixe en bêta parce que c'est pas encore dans la version majeure qui est sortie là. Ça va venir pas longtemps d'ailleurs. Donc génération de code pour mobile. Donc tout ce qu'on a mis ça ici, viendra un petit peu faire ce que faisaient les utilisateurs qu'on a. Ce que faisaient les utilisateurs, voilà. Et donc ça évite de. En fait, ce qui est bien, c'est que on se tapait tout le temps des fichiers .g, donc des fichiers autogénérés. Constamment, on devait recompiler, relancer pour qu'ils les recréent, puisque nous, on voulait pas s'embêter à réécrire tous nos modèles, par exemple pour JSON. Et là, c'est du temps réel. Donc moi, pendant que je suis en train de faire mon modèle, en fait, derrière, il est en train de générer automatiquement du code avec les fameux from, les fameux to, les copy with, toutes ces notions-là. Il y aura un ensemble d'annotations qui viendront avec le langage Dart, comme le add.json codable ou choses comme ça, qui vont remplacer les utilisateurs qu'on voyait tout à l'heure. Et une fonctionnalité intéressante, c'est qu'on pourra aussi coder nos propres macros, nos propres annotations. Ouais. Donc là, ce qui va pouvoir permettre de faire un gain de temps. Voilà, encore du gain de temps. Ça va changer un peu, oui. Ça va augmenter la rapidité des builds. Et je me suis permis de rajouter ça. Donc le projet IDX qui est en bêta, c'est pas forcément par rapport à Flutter, mais si là pour le coup, tu me diras. C'est un IDE cloudé de Google. Donc là, il est en bêta. Et voilà, donc depuis tout à l'heure, en fait, je mets des aperçus de cet IDE. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que quand vous voulez faire du Flutter, en fait, vous importez tout le projet forcément sur votre ordinateur. Il y a une certaine config à mettre en place pour pouvoir utiliser les lignes de commande, faire certaines choses et tout. Bon, si vous voulez vous lancer dans le tas juste pour tester et pas vous embêter à faire toute cette config qui peut être fastidieuse pour certains, suivant l'OS sur lequel vous êtes et tout. Bon, ça c'est une solution. Vous avez un IDE qui directement vous pouvez vous lancer un projet Flutter, et pas que d'ailleurs, parce que vous pouvez même faire de l'Angular et plein de choses dessus de toute façon, comme IDE. Et pour ceux qui aiment bien Copilot, tout ça, là c'est dopé à Gemini, par exemple, et avec les différentes composantes de Flutter, que je montrerai si vous voulez tout à l'heure. Et la question c'est aujourd'hui, au bout de ces 5 années, c'est ça. Si c'était à refaire, est-ce qu'on serait parti là-dedans? Est-ce qu'on ferait le même choix? On s'est posé la question du coup. C'est pas simple. Actuellement, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans et demi qu'on est en production. Donc on est parti en production avec une version bêta de Flutter Web. Ça, c'était un des petits paris. On a pas mal d'utilisateurs. On a notre appli mobile iOS, Android et notre site web. C'était à refaire aujourd'hui avec l'état de Flutter actuellement. Il n'y en a pas trop de doute, surtout quand c'est un peu biaisé puisqu'on connaît Flutter maintenant. Mais même sans connaître Flutter, vu la maturité du framework, côté mobile, il n'y a aucun doute. Ça tient la promesse qu'ils ont fait depuis le début. C'est-à-dire que avec le même code sur iOS, sur Android, ça marche bien, ça se déploie bien, il n'y a pas de souci. On peut, si on veut en plus, donc par défaut, comme disait John tout à l'heure, c'est du matériel, mais on peut utiliser des composants Cupertino si on veut si on veut que l'application iOS soit vraiment full iOS dans le design. Ils ajoutent en plus des facilités maintenant dans les composants pour dire je déclare mon composant et je dis qu'il est adaptif, c'est-à-dire que lui tout seul il sait s'il est sur un iOS il va se prendre la forme iOS, s'il est sur un Android. Donc sur mobile il n'y a pas de doute. L'incrustation avec Figma. Ouais, il y a c'est ça. Nous on a notre designer, notre UX designer typiquement, il travaille sur Figma. Aujourd'hui, il utilise des composantes. Il y a des composantes avec Flutter qui ont été mis dès le début.
avec Figma, et puis ça permet d'avoir un lien très direct en fait avec ce que lui va nous fournir comme composant ou pas, et on va s'appuyer sur une certaine bibliothèque matérielle. Il y a pas mal de facilités maintenant qui ont été ajoutées donc pour utiliser du Flutter. Côté web, c'est là où il y avait le doute au départ, c'est-à-dire que nous faisions plus du Vue qui est très efficace côté web, qu'on maîtrisait très bien. On avait vraiment on se posait vraiment cette question, est-ce qu'on fait une appli web en Vue ou une autre en Flutter? Bon, ça veut dire de code source, de repo, risque d'erreur si on a un petit peu de métier côté front. On referait, je pense, le même choix. Là, actuellement, Flutter Web s'est vraiment amélioré. C'est stable, ça continue à s'améliorer. C'est stable depuis 2 ans. Ouais, oui. C'est ça, on a 2 ans, mais il s'améliore quand même. Voilà, on a passé tous les écueils. Et si c'est pour quelqu'un qui a un projet d'application mobile, cross-platform et en plus web, pour moi, c'est une bonne solution. Si c'est que mobile, clairement, c'est la solution actuellement. Je trouve que c'est là où React, si on est plus. Après, on connaît pas React, donc. Donc on connaît pas React, mais pour ceux qui sont plus friands. Et que web, par contre, non. Si on faisait qu'une application web, on partirait pas sur du Flutter. Sur du Flutter, c'est pas fait pour ça à la base. Dans l'idée d'un site web. Voilà, dans l'idée d'un site web, on partirait pas là-dessus. Dans l'idée d'applicatif web, là, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Je crois qu'Airbnb, par exemple, c'est un bon exemple. Bon, je dis Airbnb, mais ça pourrait être autre chose. Voilà. D'ailleurs, je parlais de IDX tout à l'heure, mais pour ceux qui n'auraient pas forcément faire de code, parce qu'il y en a qui sont l'histoire de no-code, il y a Flutterflow, qui était en tête de proue pas mal pendant les conférences de Google, qui a toujours été mis en avant, où c'est une solution un peu comme ça à la Figma. Hop, pardon, je suis désolé. C'est même pas moi. C'est pas l'heure encore. C'est même pas moi. Désolé. Et donc Flutterflow, on peut le lancer sur le web, et en fait c'est un IDE un peu comme Figma. Voilà, vous pouvez comprendre vos composants de Flutter et tout, avec le code qui va être à côté, et puis vous pouvez l'importer dans votre VS Code si après vous voulez vraiment rentrer dans le détail et vous lancer dans le code pur. Mais il y a plein de solutions comme ça, et je dis ça parce que tu peux le lancer sur du web. Donc eux, ils ont fait un peu le pari de tout, et ils sont aussi allés sur le pari du desktop. Voilà. Il y a pas mal d'applis qui sont lancées là-dessus. Ouais, on n'a pas encore osé. Et nous peut-être que ça sera dans les bacs à un moment donné. donc voilà. Hop. Merci à vous. Si vous avez des questions, t'es obligé avec le thème. Alors il n'y a pas de montage, c'est une vibe vraiment en mode Star Wars qu'il y avait une époque autour de Dart. Ouais. Ils sont forts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. D'abord, c'était très intéressant. On a appris récemment que Google avait pas mal réduit la voilure au niveau des équipes de Dart et Flutter. Ouais. Est-ce qu'il y a des inquiétudes de la communauté vis-à-vis de l'avenir de Flutter en ce moment? Je pense que tu veux dire par rapport à l'histoire où il y a eu des moments aussi au côté Python. D'ailleurs, ils ont eu des côtés Python où tu as eu beaucoup de licenciements. Alors, licenciements aux États-Unis. Parce que moi, de ce que j'avais vu, c'est surtout qu'ils rapatriaient pas mal en fait en Allemagne leurs équipes. Et pour ce qui était de Flutter, en fait, il y a eu beaucoup d'infos là-dessus. Et moi, quelques jours après, j'ai vu des infos un peu contraires où en fait, ils disaient que c'est surtout du mouvement. Où tu as des équipes en fait qui étaient côté Flutter, qui partent côté sur l'équipe Kotlin. Je pense que ça a un rapport aussi avec KMM qui va arriver, où effectivement, ça rejoint ce que tu dis, où il parlait du fait que KMM, est-ce que ça va être un tueur de Flutter ou pas? Moi, je pense pas sincèrement. Ce serait, bon, après c'est Google, mais leur cimetière est assez complet. Voilà, ouais, ma première part c'était ça, le cimetière. Mais non, je pense qu'il n'y a pas trop de crainte de notre côté. Après, on verra bien, c'est Google, comme tu dis. Merci.
Merci beaucoup. Et oui, un avantage, c'est open source, mais c'est open source derrière Google, donc effectivement, ça a aussi des inconvénients. Ils peuvent changer de direction du jour au lendemain. Oui. Je voulais poser une question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un Mac pour développer avec Flutter sur des applis mobiles iOS? Alors, oui, pour la configuration. La configuration de base des packages et playlists. Bah, c'est surtout si tu veux le runner en fait sur de l'iOS. Parce que là, moi par exemple, moi j'ai un Mac. Dans les équipes, on est moite-moite en fait. Il y en a qui sont sur Linux, il y en a qui sont sur sur Windows typiquement. Moi, je suis sur Mac parce que voilà, c'est une préférence personnelle. Il y a un peu de configuration quand même à faire sur du spécifique iOS qui est un petit peu compliqué au début. Après, c'est bien documenté, mais oui, on est obligé. Et par contre, pour le builder, nous on utilise le CodeMagic. Donc, pour le coup, CodeMagic, on lui dit c'est un iMac, je sais pas quoi, et build-nous. Mais par contre, pour la configuration des runners, oui, si tu veux faire un lien avec, on est obligé pour les packages, les autorisations, etc. Donc, après, il y a peut-être des solutions pour essayer de mettre un Xcode ailleurs. Mais nous, on a un Mac qui sert que à ça. C'est pas le mien. Merci pour cette presse. Choix plutôt audacieux, quand vous nous dites que la majeure partie de vos utilisateurs sont sur du web. Qui plus est, vous aviez des compétences en vue. Vous n'avez pas parlé de tout ce qui est PWA, finalement, qui aurait pu être la solution la plus adéquate par rapport à vos problématiques. Ouais, c'est pas. c'est pour toi. C'est pour moi. Non, c'est vrai qu'on a. Alors le fait d'avoir des utilisateurs plus web, c'était pas à la base, c'était pas ce qui était prévu. C'est-à-dire que entre le demande client et la réalité. C'est ça en fait. L'appli mobile était plus à destination des clients du cabinet comptable et la partie web pour les comptables et les salariés en fait. Et du coup, bon, elle est un peu plus utilisée, mais non, PWA, c'était pas rentré dans notre scope. On n'a pas vraiment regardé ça, c'est vrai. On s'est orienté directement. Je pense que, c'est pas moi qui ai fait la recherche, c'était un de mes collègues, mais il a vu Flutter assez rapidement et il s'est penché sur React, NativeScript, Angular, mais oui, on n'a pas regardé vraiment cette solution. Connaissant les personnes qui l'avaient vu à l'époque, ils ont très bien vendu. Question ? Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous faites du test fonctionnel automatisé et comment vous faites? Parce que sur du Flutter Web, on voit qu'il y a pas mal de soucis sur les outils classiques, type Cypress par exemple. C'est compliqué. C'est un sujet compliqué. On peut faire du test de composants avec Flutter nativement. Ça va. Par contre, le test end-to-end est très compliqué. On a eu un stagiaire qui est venu pendant 6 mois. Voilà, ça m'est arrêté là. Malheureusement, c'était pas concluant. Depuis, on n'a pas refait la démarche parce que on n'avait pas le temps. Mais oui, le fait que ce soit du Canva et pas de l'HTML, donc toutes les solutions classiques pour du test end-to-end sont compliquées. Après, là, on a dans OnePoint des gens spécialistes du test qui doivent commencer à s'y pencher parce que on a envie d'automatiser ça pour éviter les régressions comme tout le monde, mais c'est une très bonne question. Si vous avez des informations, on est preneur. Je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre. J'aurais bien aimé. Pas de questions ? Bon. Merci. Merci beaucoup à vous.